gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Hey! Toi aussi tu vas avoir des progressions split ou plus simplement améliorer et comprendre ta souplesse? Eh bien viens, c'est parti, c'est avec moi, je t'explique tout sur les techniques d'assouplissement. C'est parti, let's go! Aujourd'hui, comme vous l'avez compris avec cette petite intro, nous allons parler de la souplesse et surtout comment s'assouplir et comprendre les concepts de base pour s'assouplir. Donc, je m'appelle Vincent Regnault, je suis champion de France et champion du monde de pole dance et aujourd'hui, je vais vous parler des méthodes éprouvées par la science et par la pratique de souplesse. Dans notre sport, la pole, que ce soit la pole dance ou le pole art, évidemment, on a besoin de s'assouplir pour faire de plus jolies figures, de plus jolis splits, de plus jolis cambrés. Mais peut-être que vous ne faites pas de pole et vous allez tomber sur cette vidéo. Elle peut aussi vous intéresser si vous avez comme projet de vous assouplir, que ce soit pour votre santé, pour votre sport, la danse, la gymnastique ou pour toute autre raison qui vous est propre. Donc allez, c'est parti, la souplesse. Donc pour la souplesse, on va différencier 50 familles. La souplesse passive, la souplesse active, la souplesse dynamique, le contracté relâché et enfin tout ce qui va être la mobilité fonctionnelle. Et par la suite, on va se rajouter différentes autres types de souplesse qui vont être le yoga. Dans le yoga, par exemple, ça va être un enchaînement de séquences selon évidemment le yoga que vous pratiquez. Le yoga est une pratique extrêmement vaste. D'autres approches plus spécifiques comme le yoga, le travail sur les myofascias vont vraiment être des approches plus spécifiques que l'on ne va pas traiter dans cette vidéo. Pour la souplesse passive. En fait, la souplesse passive, c'est simplement, on va dire, l'amplitude maximale de mouvement que vous pouvez atteindre. Exemple tout bête, voilà, aujourd'hui on va beaucoup travailler sur les ischio-jambiers. Comme ça, je vais prendre tout le long les ischio-jambiers comme exemple. Vous pourrez bien faire la différence entre les différentes méthodes de souplesse. Je suis en ischio-jambier, hop, j'ai mes pieds largeur bassin ou collés. Je garde mes jambes super fortes et je vais essayer de rapprocher le plus possible mon buste de mes jambes. Je viens étirer mes ischio-jambiers de manière passive. J'essaie de conserver mes jambes tendues. Ici, au niveau du genou, il y a une insertion avec l'ischio-jambier. Au niveau des fessiers, il y a une insertion au niveau de l'ischio-jambier. Le muscle est mis en étirement. Il y a de la contrainte. Et je vais simplement essayer d'aller chercher le maximum, entre guillemets, sans engagement musculaire. Bien qu'il y aura toujours un engagement musculaire. Par exemple, ici, je me force à garder mes jambes engagées, mes quadriceps engagés pour tendre mes jambes. Donc en gros, c'est l'amplitude maximale que vous allez pouvoir atteindre. On ne va pas se concentrer sur l'engagement musculaire, on va juste se concentrer à tenir une position passive, une position donnée, pas forcément le plus longtemps possible, mais pour un temps donné, très souvent au moins 30 secondes, entre 30 secondes à 1 minute, et on va rester dans cette position afin d'allonger les tissus. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos. Et surtout, si vous voulez recevoir 2 séances gratuites, cliquez sur le lien dans la description pour recevoir votre séance de souplesse dos et jambes. Merci et bon visionnage. Deuxième famille dans la souplesse active. Donc là, l'idée est un petit peu différente, ça va être l'amplitude que l'on va pouvoir atteindre de façon active, c'est-à-dire à l'aide de l'engagement de nos muscles. Pour mes ischio-jambiers par exemple, si je me tiens debout, ça va être à quel point j'arrive à monter ma jambe haut grâce à l'engagement de mes muscles. Donc notamment ici, les fléchisseurs de la hanche, quadriceps qui va rester engagé. En effet, si déjà de façon passive, tu ne peux pas monter ta jambe haut, tu ne pourras pas non plus la monter haut en actif. L'actif et le passif sont très intimement liés. Cependant, quelqu'un de très souple de façon passive ne sera pas forcément souple de manière active. Il faut vraiment travailler les deux. Donc je vais être ici, ischio-jambier, et j'essaye de monter ma jambe le plus haut possible à l'aide de l'engagement de mes petits muscles. Et je tiens ça. Donc voilà, donc là nous sommes sur de la souplesse active. On va vraiment atteindre une position grâce à l'engagement de nos muscles. Cette famille de la souplesse active, va vraiment nous intéresser parce qu'on va gagner en contrôle, en stabilité dans nos amplitudes. Et nous, dans nos disciplines qui vont être aériennes, que ce soit la pole, le tissu, le cerceau, le but du jeu est quand même de pouvoir contrôler votre souplesse et votre mobilité
afin de pouvoir, 1, vous placer dans les figures et 2, de ne pas vous blesser. En effet, il y a très souvent des splits qui vont être relativement actifs, c'est de les ramener activement grâce à la force de votre muscle, votre jambe ou autre chose vers vous. Et si vous n'avez pas cette souplesse active et que vous êtes uniquement souple en passif, ce ne sera pas possible pour vous d'aller chercher ces écarts cambrés. Exemple, si je suis équilibriste, si je fais un équilibre, pour faire un équilibre avec les jambes à l'écart, je vais avoir besoin de la souplesse active afin de, grâce à l'engagement de mes muscles, avoir le plus possible une belle ligne à l'écart. Donc là, par exemple, vous avez vu en équilibre, c'est vraiment l'engagement de petits muscles qui va m'aider à être à l'écart. Très bien. Ensuite, on va avoir une troisième famille d'étirements qui vont être les étirements dynamiques. Alors, pour les étirements dynamiques, ça va être tout ce qui va nous faire penser aux battements en danse classique, notamment les battements. Le but du jeu va être d'essayer d'atteindre une amplitude assez avancée, mais en donnant vraiment de l'élan. Après, ce qui est un petit peu délicat dans ce genre de technique, il faut un peu plus se connaître pour pouvoir aller chercher loin, c'est-à-dire proche de sa souplesse maximale sans se blesser et garder un tout petit peu de contrôle à la fin du mouvement. Mais c'est une technique qui est très efficace pour s'assouplir. En danse classique, ils font énormément de battements. En ischio-jambier, nos battements vont être ici, par exemple, une jambe pliée, la jambe qui travaille, donc moi, la jambe droite, je vais faire hop, battement, rapproche le plus possible ta jambe de la poitrine, et à la fin, j'ai un petit contrôle quand même. Je ne vais pas juste jeter en laissant monter le plus haut possible, je vais vraiment garder un peu de contrôle, et si je me sens à l'aise, je vais pouvoir accélérer le tempo, donner du rythme. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Ok? Donc nous avons les étirements dynamiques qui peuvent être une très bonne technique pour s'assouplir, mais à ne pas faire à froid, à faire quand vos muscles sont déjà échauffés. Un étirement dynamique à froid peut être l'une des façons les plus simples entre guillemets pour se blesser. Bien échauffé, il n'y a aucun problème. Mais personnellement, j'intégrerai ce type d'étirement après avoir fait déjà une activation musculaire, un réveil musculaire et quelques stretches passifs, voire passivo-actifs. Par exemple, en ischio-jambier, pourquoi pas petit stretch ischio-jambier passif, quelques levées de jambes, voire même, on pourrait combiner les deux. Hop, je suis ici, je viens me pencher sur ma jambe, je me redresse, chercher à lever ma jambe. Voilà, et une fois qu'on aurait fait, on va dire, c'est ce réveil musculaire, entre guillemets, réchauffer simplement son corps, mettre son corps en action, et qu'on s'est déjà un petit peu étiré, là, on peut commencer à aller chercher des battements, donc des stretches dynamiques. Ok, le quatrième, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais à mon sens, d'après la science, c'est celui qui présente les meilleurs résultats. Bon, après, on sait toujours qu'il y a très souvent une différence entre la science et le terrain, mais que je trouve très efficace, notamment quand on peut le faire à deux, le PNF, le contracté relâché. Donc, pour le contracté relâché, ça va être l'alternance d'une contraction isométrique, c'est-à-dire sans mouvement. Voilà, si vous êtes un petit peu plus technique, une contraction isométrique, c'est quand il n'y a pas de raccourcissement ou d'allongement de la fibre. On a vraiment la fibre qui reste exactement à la même longueur, bref, pas de mouvement. Une contraction d'un coup isométrique et après un relâchement dans la phase excentrique, c'est-à-dire quand votre muscle va s'étirer. Personnellement, moi j'aime bien même carrément aller chercher une phase concentrique, c'est-à-dire vraiment repousser avant de relâcher. Par exemple, en ischio-jambier, afin que tout cela soit plus clair pour vous, je vais le faire avec un poids à défaut d'avoir un partenaire. Ça va être par exemple, donc je vais venir m'étirer de façon passive, je vais récupérer ma jambe, je vais tirer le plus possible ma jambe à la poitrine et un partenaire pourrait être ici. Donc le poids fait office de mon partenaire, il pourrait me ramener ma jambe le plus possible à la poitrine, ok. Et après, je pourrais forcer contre mon partenaire, hop, je force, donc je repousse dans cette direction, 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, et après je relâche, j'essaye d'aller chercher un peu plus loin dans ma souplesse, ok. Et on peut faire ça comme ceci, donc là, je force contre mon partenaire, tac, je force, et je me détends, j'essaye d'aller chercher un peu plus loin dans ma souplesse, ok. Donc, le contracté relâché, inconvénient, il n'est pas forcément simple à mettre en place selon les muscles ciblés.
Par contre, c'est vraiment une très bonne et efficace méthode, il n'y a aucun problème là-dessus. Et cinquième famille, la mobilité fonctionnelle. Donc là, c'est un peu ce qu'on a beaucoup vu émerger ces dernières années, notamment avec l'essor du CrossFit, qui travaille énormément sur la mobilité. Si vous êtes intéressé, il y a un très bon bouquin qui s'appelle Become a Supple Leopard. Excellent livre, vraiment, si vous êtes juste intéressé par la souplesse ou prof de pôle, coach sportif, je vous le conseille. Donc là, vraiment, ça va être le lien entre la souplesse et la force. Donc on va aller chercher vraiment du mouvement dans des amplitudes entre guillemets extrêmes pour justement renforcer notre corps et bouger dans ces amplitudes qui sont en théorie difficiles pour nous. De se renforcer dans ces amplitudes extrêmes, pour nous, ça va nous permettre d'être plus stable et ça nous aidera grandement pour nos figures. Mais c'est d'une certaine façon un petit peu lié à la souplesse active à mon sens. Donc mobilité, en ischio-jambier, ça pourrait être très bien cet exercice, le deadlift avec une seule jambe en position d'arabesque. Hop, je suis ici, je viens me pencher, je garde la poitrine sortie, je pose ma main au sol et je reviens. Tac, je descends, je remonte et je reviens. Donc, pour les routines de mobilité, il y en a plusieurs. Je pense même qu'étrangement, si on recherche souplesse maintenant sur Internet, c'est peut-être la mobilité qui ressort le plus grâce au CrossFit et grâce à de nouvelles méthodes d'entraînement. Et c'est effectivement très efficace. Ça peut être très bien justement pour construire un corps qui au final est capable de bouger et non pas seulement d'aller loin de façon passive, mais voilà, de créer tout simplement le contrôle du mouvement. Donc on récap, nous avons nos 5 familles: souplesse passive, souplesse active, souplesse dynamique. Ensuite, nous avons le contracté relâché et enfin la mobilité fonctionnelle. Deuxième partie, la science derrière la souplesse. J'ai pris mon petit script, mon petit texte. Ça me permettra juste d'être plus fluide. Dans tous les cas, vous retrouvez l'article de blog lié à cette vidéo juste en dessous de la description et vous retrouvez tout ce que je viens de dire dans un format blog. Afin d'être plus efficace, je vais m'aider de mon script. En fait, dans l'assouplissement, c'est beaucoup une question de système nerveux. Quand un muscle s'étire trop vite, il se contracte pour se protéger et c'est le réflexe myotatique. Si vous avez déjà fait des exercices d'assouplissement, que ce soit en pôle ou en autre chose, vous l'avez déjà, je pense, ressenti. À un moment donné, vous avez été trop rapide dans un étirement et là, vous avez senti votre muscle se mettre entre guillemets en mode protection. Donc là, voilà, c'est juste votre réflexe myotatique qui s'est mis en jeu. En étirant lentement, ce réflexe se calme et le muscle accepte la nouvelle longueur. C'est pour cela que quand on va vous dire de respirer, anatomiquement, le fait de respirer ne va pas vous aider à vous assouplir. Par contre, ça va vous aider à vous mettre dans un état d'esprit, dans une détente corporelle qui est quand même importante pour atteindre justement cette nouvelle longueur d'étirement, notamment dans les stretches passifs où des fois, au début, ça peut être juste déjà d'aller contre la douleur et aussi comprendre quelle est la douleur acceptable et respirer justement pour se calmer, ressentir ce qu'on ressent dans notre corps. Est-ce que je ressens le stretch au bon endroit, etc. peut être est forcément un bon conseil, mais va vous aider dans tous les cas. Dans le PNF, donc contracté relâché, on ajoute une contraction volontaire qui trompe le système nerveux. Après la contraction, le muscle se relâche davantage. C'est pour cela que cette méthode fonctionne très bien et que c'est l'une des méthodes les plus appréciées dans la science. C'est ce que l'on appelle l'inhibition autogène. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit article, une petite source dans les commentaires. Enfin, plus tu renforces tes muscles de leur amplitude extrême, plus ton cerveau fait confiance à ton corps pour aller loin. C'est le rôle du travail actif et fonctionnel. La sécurité crée la liberté de mouvement. Donc ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà un petit peu expérimenté. Des fois, tu vas peut-être arrêter les étirements pour une raison X ou Y. Ou alors, peut-être tu t'es blessé un ischio-jambier, un adducteur, et tu as été chez ton kiné, il t'a donné des exercices de renforcement. Et au final, quand tu reviens, tu te sens bien, voire tu te sens mieux. C'est simplement parce que tu as renforcé les petits muscles, tu as créé, on va dire, un contexte stable. Ton corps accepte mieux l'étirement dorénavant. Donc, au final, il faut trouver le subtil mélange entre renforcement et souplesse et surtout les exercices à adapter à votre pratique. Ce qui est des fois la partie la plus difficile parce que dans les arts aériens, on veut vraiment combiner des corps forts,
et solide avec une souplesse extrême. Ce qui souvent, d'après, on va dire, l'imaginaire populaire ne fonctionne pas. En réalité, si, on peut tout à fait avoir les deux. Il s'agit juste de comprendre comment et trouver les bons exercices adaptés à notre pratique. Ok, et du coup, on arrive dans notre partie 3, combiner les méthodes. Donc, la clé, ce n'est pas de tout faire, mais c'est de le faire dans le bon ordre. Donc là, on revient sur la souplesse pour s'assouplir. Alors, au début, on va commencer par préparer les tissus à l'étirement. Donc ça, vous l'avez déjà vu, ça peut être tout ce qui va être technique d'automassage. Optionnel, mais peut être très intéressant, surtout si vous avez un gros volume d'entraînement et que vous sentez vraiment que vous avez des nœuds musculaires, des trigger points. Automassage peut être très intéressant justement pour préparer les tissus à l'étirement. Donc phase numéro 1, préparer les tissus à l'étirement. Okay, ça réduit les tensions et améliore la circulation. 2, activer. Alors, des mouvements dynamiques et contrôlés. Par activer, il faut simplement comprendre un échauffement doux qui vous met en condition un réveil musculaire. Si on va travailler sur notre dos, ça peut être quelques petits cercles d'épaule, mobilisation thoracique, quelques cat and go, en allant chercher sur les côtés. Si on travaille sur les jambes, l'un n'exclut pas l'autre, quelques cercles de bassin, quelques cercles de jambes, etc. Le but, on veut s'échauffer sans forcément se fatiguer. Très bien. 3. Créer la nouvelle amplitude. Donc pour créer la nouvelle amplitude, là on va travailler avec des stretches passifs et aussi du contracté relâché si vous en avez l'occasion, si vous êtes avec quelqu'un. Une fois de plus, on va reprendre notre problématique de l'ischio-jambier. Je veux avoir un plus beau Russian split, mais mes ischio-jambiers sont un petit peu raides. Je veux vraiment mettre l'accent sur les ischio-jambiers. Par exemple, je m'assieds, je vais chercher le plus loin possible. J'essaie de conserver le dos droit. Si je suis avec un partenaire ou simplement si je peux récupérer quelque chose, je peux tirer pour avoir une phase de contraction avant de relâcher. Tirer pour avoir une phase de contraction avant de relâcher. Donc là, le but est simplement de gagner en amplitude, selon évidemment vos objectifs. Ok. 2 à 3 cycles de 6 secondes de contraction, puis relâchement, 20 secondes à 30 secondes. Alors après, ça va dépendre aussi de vous. Je trouve que c'est intéressant de connaître la science, de connaître ce qui fonctionne, mais c'est aussi encore plus intéressant à mon sens de faire ce qui vous plaît et ce que vous allez pouvoir tenir. Personnellement, je sais que quand je travaille comme ça, je ne fais pas forcément ces 2 à 3 cycles de 6 secondes. Personnellement, je fais 2 cycles de 5 secondes contractés, je reste 10 secondes, contracté 5 secondes, je reste 10 secondes, et après je reste pour 30, 45 secondes. Voilà, il faut aussi trouver ce qui vous plaît. Des fois, ça va dépendre des personnes. Certaines personnes aiment vraiment être très cadrées, d'autres aiment bien le faire un petit peu au feeling. Moi, j'aime bien un peu le faire au feeling, savoir on va dire, la direction globale et après adapter à votre pratique, à vos besoins et aussi à vos envies. Car au final, si vous n'avez pas envie et que chaque séance, vous y allez en mode « Ah, aujourd'hui, je vais devoir m'étirer », c'est pas la bonne méthode. Dans 2 mois, on arrête malheureusement. Donc, il faut aussi trouver ce qui vous donne envie. Sinon, pour les stretches passifs, on conseille souvent de faire 30 secondes. Pour moi, 30 secondes, c'est le minimum. On peut monter entre 30 secondes à 1 minute. Voilà, j'aime bien viser 45 secondes. Je trouve que c'est le bon entre-deux. Donc, pour les stretches passifs, à peu près 45 secondes. Pour les contractés relâchés, personnellement, j'aime bien faire une phase de 5 secondes de contraction, relâcher 10 secondes, 5 secondes de contraction, relâcher 10 secondes. Et on peut rester de façon passive. Pourquoi pas 30 secondes? Ok. Alors, stabiliser cette amplitude. Donc, c'est là qu'on va travailler sur des mouvements de end range of motion, EROM, entre guillemets souplesse active. Donc, par exemple, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je viens d'étirer mes ischio-jambiers. Hop. Et je vais maintenant renforcer cette nouvelle amplitude. Je vais essayer de monter mes jambes de façon active en engageant mes muscles et pourquoi pas en restant. Faites au moins un exercice, on va dire, de end range of motion, EROM, dans une séance. Au moins un pour les ischios, un pour les adducteurs. Voilà. Après, pareil, selon vos besoins, on peut aller un petit peu plus loin. Et enfin, intégrer et relâcher, terminer par 5 minutes de respiration lente, stretching doux, yoga flow. Ça dépend de vous. Cette phase n'est pas forcément obligatoire, mais des fois, elle peut juste simplement vous faire du bien. Donc, il ne faut pas hésiter à
à le faire. Personnellement, je le fais souvent quand je fais de la souplesse de dos intense, parce que quand on va commencer à faire des ponts, peut-être certains équilibres en contorsion, on va énormément engager nos fessiers. Et du coup, dans ces cas, moi, je sens que j'ai vraiment besoin de faire quelques pigeons stretch. Donc voilà, hop, comme ceci, juste pour pouvoir relâcher un petit peu mes fessiers qui ont vraiment beaucoup travaillé. Donc là, c'est plus, voilà, si tu sens que ton muscle au cou, il a trop travaillé, ça peut être utile de venir faire un petit retour au calme si tu en ressens le besoin. Alors maintenant, on va s'intéresser aux progressions. Pour progresser, pour moi en souplesse, j'ai tendance à dire que 2 séances, quand tu débutes, c'est pas mal pour commencer à progresser. Quand tu es intermédiaire, 2 séances, c'est bien pour maintenir ton niveau et que dans tous les cas, 3 séances, c'est un très bon nombre pour justement progresser, tout simplement. Si tu débutes, 2 séances, ça pourra suffire. Une séance, ça peut être vraiment ok au tout début, mais en tout cas, si tu es intermédiaire, une séance, c'est malheureusement pas suffisant. La souplesse, c'est vraiment de la régularité, un travail de longue haleine. Il ne faut pas chercher à brûler les étapes. Je ne suis pas ici pour vous dire comment on va avoir nos splits en 30 secondes. Non, la souplesse, surtout une souplesse stable et stabilisée dans le temps, ça prend du temps. Ça demande justement de renforcer ses petits muscles pour ne pas se blesser, de comprendre comment on se travaille. Ça va évoluer. Au fil du temps, peut-être que tu auras plus travaillé sur cette partie de ton corps et cette partie va se rectifier. Inversement, ce sera plus souple ici. Et du coup, il faut vraiment se comprendre et prendre son temps. Voilà, patience et persévérance. Du coup, moi, je vous conseillerais de faire 2 séances dans la semaine. Une séance, c'est toujours mieux que rien. Mais si vous pouvez essayer de faire 2 séances dans la semaine, 3, c'est parfait. Après, si vous commencez à être un peu plus avancé et que vous avez des objectifs un peu plus hauts en souplesse, là, on peut très bien monter à 4, voire 5 séances, si votre corps le permet. Mais là, ce serait déjà pour des personnes qui se connaissent un peu plus, notamment si on travaille énormément sur le dos. Il y aura certains protocoles, notamment bien travailler sur le renforcement abdo-lombaire pour justement avoir notre dos qui supporte toutes ces séances. La régularité, pas de douleur, travailler la respiration, les postures et les alignements. Effectivement, au début, le plus important va être de comprendre la bonne technique, les bonnes postures et de travailler dans cette direction. Donc intermédiaire, on passe de 3 à 4 séances dans la semaine. On peut introduire du PNF cool, les zones les plus raides, ischio, psoas, épaules, ajouter du renforcement sous charge légère, par exemple des fentes ou des Jefferson curls. Je suis assez d'accord avec tout ça au début, entre guillemets, c'est comme en musculation, tout va fonctionner. C'est-à-dire qu'au début, de toute façon, on n'a pas l'habitude avec la souplesse, on va s'assouplir. Et par la suite, quand vous allez devenir un peu plus intermédiaire, c'est peut-être là qu'il va falloir un petit peu plus prendre conscience des petites spécificités. Par exemple, peut-être que toi, tu es très souple naturellement du dos, par contre tes ischios sont très raides. Donc là, peut-être que toi, tu vas mettre l'accent sur les ischio-jambiers. Et aussi, un autre point qui peut être important, ça va être du coup on va travailler un petit peu en split, comme en musculation, c'est-à-dire que dans ces 4 séances, vous pouvez très bien faire une séance jambes, une séance dos, une séance jambes, une séance épaules. Vous n'êtes pas obligé de faire une séance tout le corps. Si vous avez le temps, vous pouvez, mais voilà. Très souvent, on va segmenter le travail de la souplesse pour vraiment isoler les parties dont on a besoin. Et imaginons, voilà, naturellement, tu as un facial parfait, tes hanches, la rotation externe, c'est super facile pour toi, tes adducteurs super souples. Eh ben, peut-être tu vas simplement jamais travailler ton facial ou simplement faire des petits exercices de renforcement actifs, mais au final jamais passifs. Et tu vas prendre plus de temps sur des zones qui pour toi seront plus difficiles. Ok. Et donc finalement, faisons un petit recap. Partie 5, synthèse. Alors, souplesse passive, c'est votre potentiel, c'est l'amplitude maximum que vous pouvez atteindre. Nous avons notre souplesse active, ça c'est entre guillemets l'amplitude que tu peux atteindre grâce à l'engagement de tes petits muscles. Le PNF, ça va vraiment être, donc au final, contracté et relâché. C'est une méthode qui peut vraiment t'aider à aller plus vite et plus loin, mais des fois elle est un petit peu dure à mettre en place, notamment quand tu es tout seul. Et finalement, la mobilité fonctionnelle, ça va être simplement trouver justement le mouvement dans ces amplitudes extrêmes afin de renforcer vos petits muscles. Ça, c'est votre sécurité pour avoir un corps qui va durer dans le temps. J'espère que je vous ai éclairé sur les différentes méthodes de souplesse, aussi surtout comment structurer votre séance d'entraînement. Donc, je vous fais un petit récap. Au début, si besoin, mobilisation des tissus. Ok. Donc, on retrouve nos automassages. Par la suite, échauffement. Petit échauffement assez cool. Ensuite, nous aurons de la souplesse passive. Par exemple, hop, je reste ici.
Après, on pourrait aller chercher quelques exercices actifs, voire du contracté relâché. Exemple d'exercice actif pour du psoas. Hop. Je ne sais pas cet exercice-là. Je vous montre pour le psoas, parce que des fois c'est un muscle qui est un petit peu plus dur à cibler. Hop. Pour du contracté relâché. Je laisse l'élastique m'étirer. Hop. Je force contre l'élastique. Je laisse l'élastique m'étirer. 10 secondes ici. 5 secondes en force. 10 secondes ici. Ok? Donc au final, on aura une phase où on cherche à gagner en amplitude et finalement une phase où on cherche à stabiliser cette amplitude. Voyez-le comme ça. 1. On prépare notre corps. 2. On gagne en amplitude. 3. On stabilise notre amplitude. Et 4. Selon les besoins, ça va être retour au calme ou exercice spécifique. Par exemple, quand je veux dire exercice spécifique, quand vous venez de faire une grosse session de dos, faire quelques abdos, voire beaucoup d'abdos, peut être vraiment très utile justement pour vous aider à ne pas avoir mal au lombaire le lendemain. Ok, je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça va vraiment grandement m'aider. On active la cloche et aussi, si vous voulez aller plus loin sur votre souplesse, voilà, je vous invite dans le lien en commentaire, cliquez sur le lien de mon site. Ça va vous rediriger vers un formulaire et si vous le remplissez, vous aurez accès à 2 séances type, une pour les jambes et une pour le dos. Donc vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire et ensuite moi je vous envoie ces 2 séances type que je vais filmer rien que pour vous. Une pour les jambes, une pour le dos. Voilà, c'est des séances assez basiques, mais si ça peut vous aider à vous motiver d'avoir un coach qui vous guide durant la séance, c'est du coup la bonne chose à faire. Vous remplissez votre email et je vous envoie tout ça. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter et on peut pourquoi pas booker une séance ensemble via visio pour un cours privé ou en présentiel si vous êtes proche de moi. Et en attendant, je vous remercie et bon courage, bon entraînement, bonne pole.